Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 8e vidéo dédiée à Kafka. Dans cette 8e vidéo, on va s'intéresser aux partitions, aux consumer group, donc deux notions qui sont importantes à avoir en tête quand on travaille avec Kafka. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne, et puis également mettez des commentaires, parlez-en autour de vous, aidez-moi à faire connaître la chaîne. Donc on va commencer sur les consumer group. Alors à côté, on reprend le schéma qu'on avait eu précédemment. On a donc un cluster qui est finalement cette représentation-là, notre cluster Kafka, composé de deux brokers. Je vais juste enlever ça pour pas que ça vienne trop polluer non plus les choses, avec un broker 1, un broker 2, donc deux serveurs finalement, simplement, et on a un topic qui est représenté à deux endroits, donc ici, et également ici, sous forme de deux partitions. Ces partitions sont répliquées, donc avec un réplica de la partition 2 sur le broker 1 ici, et le pendant, c'est-à-dire le réplica de la partition 1 sur le broker 2 ici. Donc ça c'est le principe un petit peu de base. Du coup on a nos numéros qui représentent les messages, donc on retrouve nos messages 1, 3, 5, 7 sur la partition 1 et donc on les retrouve sous forme de réplica, 1, 3, 5, 7 également sur la partition sur le broker 2 également. Et puis la partition 2 qui contient les messages 2, 4, 6, 8 sont représentés également sur le réplica au niveau du broker 1. Donc ça c'est ce qu'on avait vu jusqu'ici rien de nouveau. On va voir un petit peu comment ça se passe, cette notion de consommation. Alors on a le premier cas de figure, c'est la consommation simple, ou l'exclusive consumer. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut simplement dire qu'on a un seul consumer pour consommer un topic. On n'est pas dans le cadre du consumer group strictement. Alors comment ça se déroule, ce déroulé de consommation? Donc première chose, on a un producteur qui crée un message. Alors on va le symboliser. Donc ce producteur, on va le mettre ici par exemple. On va l'appeler P1, producteur 1. Il va créer un message. Donc là, en l'occurrence, c'est le message 1, on va dire. On va partir dessus. Donc ça, c'est la première chose qu'il va réaliser. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc ce message arrive au niveau du broker. Le broker, lui, il stocke ses messages sous forme de topic, en stockage local, bien sûr. Et deux cas de figure se présentent à lui, soit le topic est déjà existant, soit il doit en créer un parce qu'il bénéficie de la création automatique de topic. Donc il y a deux cas de figure au niveau de la création du topic, finalement, donc de la flèche qui est là. Pour l'instant on a quelque chose qui est vierge, qui a rien du tout, on imagine ça. Donc soit le topic est déjà existant, donc il a été créé avec des outils d'automatisation ou pas, et soit sinon on est en mode de création de topic automatique grâce à la production du message en question. Le broker stocke le message alternativement sur les partitions en question. Donc si notre producteur, on a notre producteur qui fait un premier message, le message 1, et bien ensuite s'il réalise un deuxième message, ce message 2, lui, va aller vers la deuxième partition, et le troisième message va aller vers la première partition, ainsi de suite, comme ceci, au fur et à mesure. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez simple à se représenter. Derrière, qu'est-ce qui se passe? On a un consumer group, on est en exclusive on a un consumer, pardon, on est en exclusive consumer, donc on va se retrouver avec un consumer qui va être ici, comme ceci, on peut le symboliser là, C1. C1, lui, va souscrire au topic en question, et donc de fait, comme il est tout seul, sa souscription, ça revient à souscrire aux deux partitions d'emblée, les partitions qui sont distribuées, les deux partitions qui sont distribuées de notre topic X, qui sont distribuées sur le broker 1 et broker 2. Hop là, on va avancer tranquillement. Derrière, donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, à la souscription de ce consumer, le cluster Kafka, via ses brokers, va fournir l'information, et via les informations qui sont stockées dans Zookeeper quand on utilise Zookeeper, ou sans Zookeeper via Karaft, eh bien l'information qui est remontée, c'est l'offset.
Donc l'offset va remonter, donc on a un offset de nos partitions, hein. Donc c'est bien l'offset de chacune des partitions qui est là, et bien est remonté au niveau du consumer ici pour qu'il ait cette information. Derrière, lui, il va savoir du coup où est-ce qu'il se situe et quel message il va consommer au fur et à mesure. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Au fur et à mesure, donc du coup, on va avoir un offset qui va avancer. Donc au début, il va être sur 1 et 2. Le consumer 1 va consommer, donc du coup, hop là, mauvaise idée de le placer à cet endroit-là, voilà. Hop. Décidément, voilà, on va se le remettre comme ceci, voilà. Donc l'offset va ensuite avancer ici, puis avancer ici, puis avancer ici, et alternativement, bien sûr, avec la même chose en dessous. Donc ça, c'est quelque chose qui est important également à avoir en tête, donc dans le déroulé. Le consumer traite le message, et il va l'acquitter. Donc il le traite, ça veut dire d'une part, il récupère l'information, d'autre part, il processe ce qu'il a à processer en local ici, hein, il a un programme, il va avoir ce qu'il a à faire, et il va acquitter le message et refournir l'information au broker en question pour lui dire, écoute, ça y est, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Du coup, c'est à ce moment-là que l'offset avance. Donc notre offset, il était avant ici, eh bien on va le faire avancer d'une case dès lors qu'il y a eu l'acquittement qui a été réalisé. Alors il y a plusieurs manières d'acquitter, hein, il y a des manières automatiques ou non, etc. Ensuite, donc, cette information, le fait que le broker ait reçu le signal d'acquittement, ça veut dire que cette information doit maintenant être stockée formellement au niveau de notre cluster, soit dans Zookeeper, soit sans Zookeeper, si on n'a pas de Zookeeper via Karaft, par exemple. Le consumer, lui, check à fréquence régulière les messages en question ou les nouveaux messages. Donc on est sous forme d'une souscription, hein, ici, et donc il va régulièrement à fréquence très très élevée vérifier s'il y a des nouveaux messages à consommer ou pas. Derrière, si un nouveau message arrive, on recommence à l'étape numéro 6, hein, donc il va récupérer l'offset, ainsi de suite, consommer, traiter le message, l'acquitter, l'offset va être modifié au niveau de nos brokers ou du Zookeeper, et puis on va rechecker, ainsi de suite, comme ça. Donc ça, c'est le mode exclusif. Ensuite, il y a le cas où on est dans une consommation à plusieurs consommateurs, et c'est là qu'intervient le consumer group. Le consumer group, qu'est-ce qui se passe? C'est que dès l'étape de souscription, donc on va revenir comme ceci, on a une étape de souscription. Si j'ai pour l'instant un seul C1, donc j'ai une souscription qui va se faire ici au niveau de notre topic. Cette souscription, on va la faire sous forme, donc elle va avoir deux informations primordiales. D'une part, hop là, le topic, et d'autre part, hop là, le topic. Alors est-ce que je peux le faire bien, ça serait pas mal, voilà, le topic, et d'autre part un nom de consumer group, puisque là déjà dès le début je sais que je vais avoir plusieurs consommateurs. Donc quand je vais souscrire ici, je vais dire, hop là, j'ai un topic en question, donc en l'occurrence c'est le topic X, et le consumer group. Tant que j'en ai qu'un seul, bien sûr, je vais avoir une consommation qui va se faire comme on avait précédemment quand on était en mode exclusif, et la notion de consumer group finalement n'intervient pas encore. Donc ça, on est au premier consumer du consumer group qui vient souscrire. Donc il est affecté aux partitions existantes, exactement le même principe que ce qu'on avait précédemment, et puis vient un deuxième consumer, oui, le consumer 2. Et c'est là que donc le consumer 2, lui, il va arriver de la même manière que le consumer 1, avec les mêmes paramètres d'entrée. Donc le topic, alors est-ce que je vais pouvoir bien récupérer? Voilà, le topic et le consumer group. Et du coup, c'est là qu'intervient la notion de consumer group, où on peut le représenter un petit peu sous cette forme-ci, de se dire, voilà, il va y avoir derrière, grâce à Kafka, cette notion de consumer group, et les partitions, du coup, vont être réparties à chaque consumer. Alors, si on avait plus de partitions encore, hein, ça serait exactement de la même manière, hein, c'est que un même consumer peut avoir plusieurs
partitions, hein, il n'y a pas de souci. Mais chacun, voilà, chaque consumer, le consumer group va faire en sorte que chaque consumer ait une répartition le plus homogène possible des partitions en question. Et donc ça c'est important. De la même manière, un consumer peut très bien être affecté à plusieurs consumer groups également. Donc ça c'est quelque chose qui est aussi important. Voilà. Un consumer peut être affecté à plusieurs topics à la fois, pas consumer group. Alors qu'est-ce qui se passe après? Oui, autre cas de figure. Donc du coup, nous on a deux partitions, partition 1, partition 2. Imaginons, voilà, je suis dans un cas de figure, je connais pas trop comment fonctionne Kafka, et donc je me dis tiens, mais ok, j'ai de la charge, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un consumer 3 ici, et puis éventuellement un consumer 4 ici. Erreur sur le principe. Pourquoi? Parce que tout simplement, une partition ne va être affectée qu'à un seul consumer. Donc là on est dans le cas où on n'a que deux partitions, donc de toute façon on va être limité et on ne pourra pas affecter les consumers supplémentaires. Donc ça veut dire que là, en l'état actuel, notre consumer group, il va permettre d'affecter les partitions 1 et 2 à C1 et C2, mais ne va pas affecter de partition à C3 et C4. Donc ces applicatifs finalement ne servent strictement à rien du tout. La méthode pour venir permettre de scaler efficacement, ça va être de créer de nouvelles partitions dans ce cas de figure. Donc on va créer une nouvelle partition, donc on peut très bien l'imaginer comme ça, donc ça veut dire derrière des nouvelles partitions, ça veut pas forcément dire rajouter des brokers, hein, attention, ça veut dire par exemple ici simplement dire je passe à 4 partitions. Donc si on passe comme ceci, hop, voilà, alors on va avoir du mal à le faire forcément, hop, voilà. Donc là on a notre partition qui est comme ceci. Bon, on va dire voilà, on va la rajouter comme ceci. Et on peut imaginer avoir une partition supplémentaire ici, avec du coup les messages, on peut très bien dire voilà, on va avoir une répartition qui va se faire comme ceci. Donc, je vais essayer de la représenter sans trop dire de bêtises. Voilà, on a une partition supplémentaire ici. Cette partition, ça va être la partition, par exemple, 3. Et puis, on va avoir la même chose juste en dessous. Hop. Ouais, on peut le faire comme ça, voilà. Hop là, voilà. Et on va avoir la même chose juste en dessous. Alors, hop, voilà. Avec une partition, imaginons 4 ici, et dans cette partition 4, on va avoir le 4 ici, voilà, et on va retrouver le 4 à cet endroit-là, et le 8 à cet endroit-là. Donc on va avoir une répartition qui va se faire. Alors malheureusement, qu'est-ce qui peut se passer? Donc là, du coup, on va avoir une bonne affectation, on va retrouver notre scaling qui va être efficace. Chacun des nouveaux consommateurs va se retrouver en charge d'une partition et du coup, on va avoir une distribution des messages qui va se faire de manière extrêmement efficace, ou en tout cas plus efficace que ce qu'on avait auparavant. Le seul petit delta à avoir en tête, c'est que au moment où on va chercher à créer de nouvelles partitions, si les messages ont été déposés dans un ordre donné, notamment grâce à la clé de partition, qui est un calcul à base de hash et qui va permettre de dire, suivant une clé donnée définie, de dire, eh bien, ce message il va sur cette partition-là ou ce message va sur cette partition-là. Dès lors qu'on va créer de nouvelles partitions, ce qui va se passer, c'est que les messages vont être répartis, redistribués, on va dire, sur cette nouvelle partition, et du coup, ça ne permet pas de garantir le même ordre que ce que l'on avait auparavant quand on avait la partition 1 et la partition 2. Donc on peut se retrouver finalement, quand notre C4 va venir consommer ici, lui, le premier message qu'il va avoir à consommer, ça va être le 4. Donc d'emblée, il va consommer le 4, et si ça se trouve, le 4 du coup va être consommé avant le 5 qui vient finalement en deuxième, si les consommateurs ont la même vitesse de consommation, va être consommé avant le 5. Assez logiquement. Et du coup, on va avoir le 4 où il va être consommé avant le 5, c'est assez logique. On peut se retrouver dans le cas de figure où le 4 va être consommé, par exemple, après le 5. Ça serait tout à fait possible. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est aussi important à avoir en tête. Alors, première chose, donc si plus de consommateurs que de partitions,
le surplus sera au chômage. Si plus de partitions que de consommateurs, la répartition pourra potentiellement être inégale, puisque derrière aussi joue le fait que ça va dépendre du nombre de partitions qu'on a. Si on se retrouve avec un nombre de partitions qui est comment on va dire, divisible par le nombre de consommateurs, on va pas avoir de problème. Si par exemple ici j'ai 4 consommateurs et j'ai 8 partitions, je vais pouvoir dire ok, je mets 2 partitions par consommateur. Si j'en ai 16, je vais pouvoir dire ok, j'ai 4 partitions par consommateur. Par contre, si j'en ai que 15 ou si j'en ai que 14, eh bien là je vais avoir un problème, c'est-à-dire je vais avoir des consommateurs qui vont être plus chargés que d'autres et du coup les vitesses de consommation ne vont pas être les mêmes. Donc là ça va être quelque chose qui va être aussi important à avoir en tête, parce que derrière, c'est toujours pareil, si on veut consommer dans un ordre donné, ça peut poser vraiment des soucis. Donc attention, les partitions du coup en plus avancent, donc les offsets on l'a vu, hein, les offsets avancent au fur et à mesure pour chacune des partitions, et donc derrière il n'y a pas de dépendance entre les partitions elles-mêmes. Pardon, hop là c'est pas celle-ci, entre les partitions elles-mêmes. Donc ça c'est quelque chose qui est aussi important à avoir en tête, puisque de fait du coup on va avancer à des rythmes différents et on n'aura aucune synchronisation entre les deux pour s'assurer d'une vitesse de consommation homogène entre les différentes partitions. Alors les partitions, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre également dessus? Elles sont en partie donc du coup responsables de la vitesse de consommation, simplement au-delà du nombre de consommateurs. C'est-à-dire que plus je vais avoir de partitions, potentiellement plus je vais pouvoir consommer vite les choses, que je scale ou non. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, si le changement de nombre, si on a un changement de nombre au niveau des partitions, ce que je viens de dire tout de suite, c'est que potentiellement on peut avoir un changement d'ordre des messages, y compris que si on utilise bien sûr la clé de partitioning, on risque d'avoir un changement d'ordre au moment où on va recréer les nouvelles partitions, et puis même également, comme je vous disais tout de suite, si on a une répartition inégale des partitions en elles-mêmes pour chaque consommateur, bien sûr, on va avoir quelque chose qui peut être complètement déséquilibré. Le max de partition, donc ce qui se dit, mais bien sûr il faut surtout pas aller sur ces chiffres-là, en tout cas sauf si on a des infrastructures de folie. On parle d'un maximum de partitions de 400 000 partitions par cluster, je crois. Donc c'est quelque chose qui est énorme, donc bien sûr le but c'est pas d'aller là-dessus, et il faut vraiment pas en abuser. Derrière interviennent par exemple dans les éléments, les facteurs limitants, c'est le nombre de fichiers ouverts, comme on retrouve sur des bases de données type Elasticsearch ou autre. Chaque élément constitue, chaque partition va constituer un nombre de fichiers, donc un index avec des datas, etc. Et bien derrière, c'est d'autant de fichiers à ouvrir et donc d'autant de sollicitation du file system avec les ressources qui vont avec. Si on a une perte brutale d'un broker, si on a vraiment beaucoup de partitions, derrière ce qu'il va falloir c'est élire les réplicas, derrière les passer leader, et donc il y a tout un travail qui va se faire pour toutes les partitions, et cela peut prendre vraiment du temps et augmenter le downtime parce qu'il va pas être capable Kafka de promouvoir en parallèle l'ensemble des partitions. Donc du coup il va falloir au fur et à mesure qu'il élise les leaders, et ça peut demander vraiment beaucoup de temps s'il y a beaucoup de partitions, et ça peut augmenter du coup la phase de downtime pour l'ensemble du cluster. Un broker n'utilise qu'un thread pour répliquer vers les autres brokers, c'est-à-dire qu'ici quand on réplique par exemple la partition 1 vers son réplica sur la quand on réplique la partition 1 du broker 1 sur le réplica donc de cette partition 1 sur le broker 2, ici on a un thread, donc un process qui permet de recopier les datas entre les deux, eh bien on n'en a qu'un seul. Donc si on a trop de partitions, c'est pareil, on va venir surcharger le thread, et du coup les jobs vont prendre du temps. Et derrière, ça veut dire que potentiellement, comme on a besoin d'intégrer la réplication dans le processus d'acquittement, ça peut générer des latences qui vont être plus longues également. Un message va être considéré comme écrit
s'il est répliqué. Donc derrière, si on a vraiment beaucoup de réplication à faire parce qu'on a énormément de partitions, eh bien cette réplication, si le thread est débordé, eh bien va mettre plus de temps, il va falloir attendre son tour entre guillemets. Il y a une préconisation que j'ai lue, qui peut être intéressante, c'est de limiter à 100 fois le nombre de brokers fois le nombre de réplicas pour le nombre de partitions. Donc c'est déjà des chiffres qui sont très très élevés, hein. Derrière, l'intérêt quand même de créer des partitions, c'est si vous êtes capable aussi de scaler vos consumers sur un nombre qui est relativement important. Ça sert à rien de partir dans des très gros chiffres si derrière vous êtes sur quelques consumers, comme là 4 consumers, ça sert strictement pratiquement à rien du tout. Par ailleurs, donc là on parlait des producteurs, des consumers. Les producteurs, comme les consumers hein, d'ailleurs, gardent en mémoire des éléments relatifs aux messages. Et ces éléments sont stockés sous message par partition en mémoire pour les producteurs. C'est valable aussi pour les consumers. Et ça c'est valable, c'est stocké pendant un temps donné, même si ça a été produit, il y a encore une trace derrière. Et donc du coup derrière, plus on a de partitions, plus on va avoir de boîtes en gros, et plus les messages, plus on va consommer de mémoire de la même manière. Donc voilà un petit peu ce tour des consumer group et des partitions. Première partie, donc l'organisation un petit peu entre un consumer simple et le consumer group, et puis derrière quelques éléments à retenir sur les partitions, notamment la répartition de manière équitable entre le nombre de partitions et le nombre de consumer group. Il faut que ce soit logique. On peut en créer après des partitions, il n'y a pas de souci. Le risque aussi d'ordre des messages aussi, ça c'est quelque chose aussi qui est très très important. Et puis également, si on a trop de partitions, les risques que ça peut occasionner en termes de latence notamment, même si on augmente le débit, potentiellement le débit de consommation. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.